moi, je vais vous parler de mon expérience sur le scanner cérébral et surtout pour vous montrer avec les scanners multibarrettes jusqu'où on peut aller et pas s'arrêter surtout au scanner cérébral sans injection. Alors, Xavier Leclerc vous l'a rappelé, le scanner cérébral sans injection est quand même l'examen qui est le plus utilisé. Et là, c'était un chiffre uniquement pour les centres qui avaient un UNV, mais on imagine bien et on sait bien que la plupart des accidents vasculaires cérébraux en France, pour l'instant, ne sont pas encore pris en charge par les UNV, ce qui veut bien dire que cette proportion du scanner cérébral est bien plus importante. Je réinsiste, là, on est en 2008, on a pratiquement tous, et on travaille tous avec des scanners multibarrettes. Quand je parle du scanner cérébral, il faut vraiment penser à scanner sans injection, angioscanner et scanner de perfusion. Si en sortant d'ici, vous pouvez vous dire que désormais vous allez faire de la perfusion et de l'angioscanner en ciblant les accidents ischémiques, vous aurez probablement commencé à améliorer votre pratique. Et là aussi, je cible mon propos sur l'accident ischémique et la thrombolyse, même si on sait que ça représente entre 5 et 10% des accidents vasculaires cérébraux qui sont à être pris en charge. Alors les objectifs, quand vous avez un patient qui arrive avec un déficit et on se dit est-ce qu'on va lui faire une thrombolyse, il faut avoir un matériel qui est disponible, qui est rapide, 24 heures sur 24, instantanément. Il ne s'agit pas d'appeler le manipulateur 30 minutes pour qu'il arrive. Il faut que le manipulateur soit là, sur place, pour faire le scanner ou l'IRM. Il faut qu'il soit bien évidemment en proximité des UNV et des SAU. Après, on va d'abord demander à éliminer le diagnostic différentiel et en premier lieu, on sait que ça va être une hémorragie. Essayer de voir les signes précoces de l'ischémie. Alors, soit voir où ça se situe, la localisation, et puis l'étendue, puisqu'on vous a dit qu'au-delà d'une certaine étendue, la thrombolyse était quand même moins efficace et en même temps conséquence de complications hémorragiques. Il va falloir définir le niveau et le degré d'occlusion responsable de l'accident ischémique et rechercher la cause. Et vous allez voir que là, en se basant avec le scanner sans injection, le scanner de perfusion et l'angioscanner, on arrive dans cette problématique de l'accident ischémique dans les moins de 3 heures qui doit être thrombolysé, on arrive à répondre. Premier temps, diagnostic différentiel. Le patient a-t-il saigné ou pas? Bon, là, on sait bien que le scanner est extrêmement sensible à cette phase super aiguë pour détecter une hémorragie. Et donc là, d'emblée, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Deuxième temps, essayer de voir, alors c'est un peu paradoxal, mais détecter des signes précoces d'accident ischémique. Même si vous le verrez, en fait, probablement que le meilleur candidat à la thrombolyse, c'est celui qui a un scanner cérébral sans injection normal. Enfin, il va falloir détecter des hypodensités parenchymateuses et un autre signe qu'on retrouve parfois, une artère qui est spontanément hyperdense. Et Xavier Leclerc vous l'a rappelé, pour l'instant, les critères validés, mais se basent uniquement sur le scanner cérébral sans injection. Alors là, je vais vous rappeler des signes mais que vous connaissez, souvent utilisés par l'hypodensité parenchymateuse. Alors, on appelle ça des signes subtils. Il y a plein de termes dans la littérature. On va parler de diminution de densité. Alors, ça se situe soit dans le noyau lenticulaire, soit dans le noyau codé. Vous voyez, il y a une petite atteinte du noyau codé, le noyau lenticulaire qui est hypodense, le cortex insulaire. On va voir un aspect d'effacement. Il y en a qui vont parler aussi de différenciation, de réduction de contraste entre la substance blanche et la substance grise. Ça, c'est intéressant au niveau cortical et au niveau insulaire. Il y a aussi un effacement, parfois il y a un effet de masse, un signe indirect qu'il faudra rechercher. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas garder les fenêtres habituelles qu'on utilise, mais de vraiment changer la largeur de la fenêtre en augmentant un tout petit peu le centre. Vous voyez par exemple sur ce scanner cérébral sans injection, honnêtement on ne voit pas grand-chose de pathologique. Vous voyez, en changeant la fenêtre, en réduisant le centre, vont apparaître des hypodensités. Qu'on ne voyait absolument pas. Donc il ne faut pas hésiter à changer vos fenêtres pour essayer de détecter la moindre hypodensité. Alors on vous a dit aussi, une fois que on a vu l'hypodensité, il faut essayer de déterminer le volume. Pourquoi le volume? Parce qu'au-delà du tiers du volume du territoire de l'artère cérébrale moyenne, on sait que le handicap spontané
va être important, et donc ces patients-là ne vont pas bénéficier au maximum de la thrombolyse. Et en même temps, ils ont un risque important de saignement. Donc c'est important quand même d'estimer le volume. À part qu'on a tous notre expérience et qu'on sait que déjà voir les signes, c'est pas simple. Et en plus, estimer le volume, il va y avoir une grande variabilité entre le radiologue et le neurologue. C'est pour ça que, il y a quelques années, ont été proposés un score, en fait, pour essayer d'augmenter au maximum cette variabilité interobservateur, pour vraiment définir au mieux le volume. C'est ce qu'on appelle le score aspect. Alors vous voyez, ça passe par deux coupes, c'est simple, hein, ça passe par deux coupes qui passent par les noyaux gris centraux et une autre un peu au-dessus au niveau des ventricules. Ça ne concerne que les accidents dans l'artère cérébrale moyenne. Donc, tout le reste, ça ne sert pas. L'artère cérébrale antérieure ne sert pas, tout ce qui est cérébral postérieur non plus. Donc là, vous avez 7 régions corticales et 3 régions profondes. Et en fait, à chaque hypodensité, vous allez compter un point. Donc au total, un scanner qui est coté à 10, il n'y a pas d'hypodensité. À 0, tout le territoire est hypodense. Et on va la démontrer, un score inférieur à 7 a un moins bon pronostic, en particulier la thrombolyse sera moins efficace. Alors voilà en pratique. Dans le syllabus, vous verrez, il y a des cas cliniques interactifs dans lesquels on a remis justement ces scores aspects qui vous permettent de les coter. Donc voilà en pratique. Vous voyez, là, exprès, on a changé la fenêtre. Vous voyez, déjà la fenêtre est plus rétrécie. Est-ce que vous voyez des anomalies? Oui, il y en a un petit peu à gauche. Voilà. Alors on va le coter, vous allez voir. Alors, en plus, c'est très variable. Même malgré ça, on tourne autour de 7 parce qu'on a trois anomalies. Vous voyez, je l'ai fait, par exemple, évaluer avec d'autres personnes du service. Certains auraient mis une autre hypodensité un peu plus postérieure, donc on est autour de 7. Mais ça permet quand même d'être moins variable dans l'interprétation. Alors l'artère hyperdense, pourquoi c'est important? À la fois, ça va probablement rentrer dans le cadre du diagnostic d'un accident ischémique. Et en même temps, alors ça c'est important parce que c'est aussi un critère de gravité. Quand vous allez voir une artère spontanément hyperdense dans un territoire qui correspond à la clinique, vous savez que ça va être probablement corrélé, a priori après, à un large infarctus, une large zone hypoperfusée, et donc à un risque de transformation hémorragique important. Donc ça, c'est un argument aussi à apporter en particulier, qui ne compte pas dans le score aspect, mais un argument à apporter aux neurologues. Alors, une fois qu'on a vu ce que pouvait nous apporter le scanner cérébral sans injection, on va voir ce que va nous apporter les deux autres techniques, le scanner de perfusion. Et en particulier, c'est un intérêt extrêmement important que votre scanner est normal. Parce que soit il est normal parce que vous êtes tellement précoce qu'on ne voit rien, soit il est normal parce que le patient n'a pas fait d'accident ischémique. Donc là, il va falloir quand même répondre de façon positive. Est-ce que ce patient-là a fait un infarctus ischémique? Bon, le scanner de perfusion vous aide parce qu'en fait, il va montrer les mêmes anomalies en diffusion que ce que vous montre l'IRM. L'avantage, c'est que c'est quand même rapide à faire et c'est simple à faire. Les limites, pour l'instant, en 2008, ça ne couvre pas l'ensemble de l'encéphale, mais on sait qu'avec les scanners, les évolutions des scanners qui arrivent, dans les 2-3 années qui viennent, on arrivera à couvrir l'ensemble de l'encéphale par ces séquences de perfusion. Et ça, je ne vous apprends rien, c'est un examen irradiant et qui nécessite une injection de produit de contraste, mais je vous dirais qu'il est quand même extrêmement modéré par rapport au pronostic qu'engage un accident ischémique. Je vous le rappelle, qui est quand même la première cause de handicap et la troisième cause de mortalité. Le principe, on va injecter un produit de contraste et vous allez faire une imagerie du premier passage du produit de contraste. Et donc, pour voir cette arrivée de produit de contraste, on va répéter un volume d'acquisition pendant un certain nombre de temps, répéter toutes les secondes pendant environ 40-45 secondes. Vous voyez, le protocole est dans le syllabus, vous le retrouverez. On va répéter un nombre de coupes. Après, c'est des logiciels qui sont propres à chaque constructeur. Donc ça, l'inconvénient, c'est que ça vous oblige quand même à faire les reconstructions sur des consoles constructeurs et pas sur des consoles dédiées à part qui vous permettent souvent de visualiser l'ensemble des examens. Vous êtes obligé de les faire sur les consoles constructeurs. Et chaque constructeur a son propre modèle mathématique pour reconstruire globalement 3 paramètres qu'on retrouve en IRM,
qui sont le temps de transit moyen, le volume sanguin cérébral et le débit. Et de façon simple, on vous l'a dit, hein, le débit, c'est un volume, donc le volume sanguin cérébral divisé par le temps de transit. Alors, deux paramètres, en fait, au scanner, on va pas trop utiliser le débit sanguin cérébral. On va rester très simple, le temps de transit moyen. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le paramètre le plus sensible et que si vous n'avez pas d'anomalie sur votre cartographie temps de transit moyen, eh bien, ça élimine un accident ischémique. Donc, à la limite, c'est la première chose qu'il faut regarder. Si vous ne voyez pas, si votre scanner est normal, après à coupler en même temps à l'angioscanner, scanner normal, perfusion normale, en particulier temps de transit moyen normal, angioscanner, pas d'occlusion, il n'y a pas de raison de thromboliser ce patient. Le volume sanguin cérébral, en fait, ça va vraiment correspondre aux anomalies qu'on voit en diffusion, donc vraiment la zone de nécrose. Ce qui va prédire, en fait, la nécrose finale, la nécrose au temps zéro de l'infarctus. Alors voilà un exemple. Voilà, vous voyez, j'ai remis un scanner avec une fenêtre un peu plus large. Bon, honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Vous voyez, alors, sur le temps de transit moyen, on voit dans la partie postérieure de l'artère cérébrale moyenne une anomalie, un allongement du temps de transit, qui est corrélé aussi dans ces cas-là au volume. Mais vous voyez, ce patient-là, il a fait un infarctus cérébral dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche. Alors, évidemment, quand on est aidé par la clinique, parce que pour l'instant, on ne peut pas explorer en perfusion l'ensemble de l'encéphale. Vous voyez, sur ce scanner, bon, on peut se demander, mais parce que je le connais un peu, s'il n'y a pas une petite hypodensité. Vous voyez les anomalies qu'on voit très vite hein, sur les coupes de perfusion cérébrale. Vous voyez, il y a une anomalie dans le territoire cérébelleux et occipital. Donc ce patient-là a fait un accident ischémique dans le territoire cérébelleux et de l'artère cérébrale postérieure. Alors l'angioscanner, il va vous aider en fait, et c'est important, à la fois pour montrer le thrombus, pour montrer l'arrêt ou la sténose, qui est la cause de l'accident ischémique, et en même temps, parce que là on va aller très vite, essayer déjà de voir l'étiologie. Est-ce que j'ai affaire à une dissection? Est-ce que j'ai affaire à une sténose? Est-ce que j'ai affaire à une occlusion? Et maintenant avec l'angioscanner, non seulement dans le territoire carotidien, mais aussi dans le territoire vertébral. Et Xavier Leclerc vous l'a rappelé, ça a aussi un intérêt dans la conduite à venir, la conduite thérapeutique, en particulier si vous voyez une occlusion en T du siphon ou une occlusion proximale sur l'artère cérébrale moyenne, parce que ça pourra déclencher une association entre une thrombolyse intraveineuse et intra-artérielle. Alors le temps d'acquisition est de plus en plus court, c'est entre 5 et 7 secondes. Donc on n'a plus de problème de retour veineux, du patient qui bouge. Ça, c'est du passé. Les résolutions spatiales sont extrêmement bonnes, meilleures que ce qu'on arrive à faire en ARM. Et le produit contraste, vous voyez, plus ça va, moins on injecte. Hein, on arrive quand même à des doses faiblement injectées. En revanche, il faut quand même utiliser du produit contraste qui est assez dense pour voir les vaisseaux. Alors, vous voyez, j'ai repris le cas de tout à l'heure, l'occlusion avec l'artère cérébrale moyenne spontanément hyperdense. Vous voyez, avec une très bonne corrélation sur l'angioscanner. Et en même temps, pour l'instant, on ne s'en sert pas, mais montrer un petit peu aussi la perfusion d'aval, voir un peu comment, malgré cette occlusion, le parenchyme continue à être en partie perfusé. On voit aussi dans le territoire postérieur, hein, pas du tout que la circulation antérieure et que la carotide, vous voyez, avec ce thrombus sur la terminaison de l'artère basilaire, et en même temps avec le thrombus qui se poursuit dans l'artère cérébrale postérieure gauche. Et là, en fait, quelle que soit l'orientation clinique, parce que votre acquisition va de la crosse de l'aorte jusqu'au polygone de Willis et intéresse à la fois la circulation antérieure et postérieure. Donc là, même si vous n'êtes pas aidé par la clinique, vous allez forcément regarder l'artère basilaire et les artères vertébrales. Et c'est comme ça, par ce moyen, que vous pouvez récupérer certains accidents ischémiques postérieurs. Alors voilà, je vous ai dit, on va aussi regarder comment on passe par les bifurcations carotidiennes, la cause. Vous voyez, là, on retrouve
une sténose avec une plaque carotidienne, juste au niveau du bulbe, avec le petit thrombus qui n'est pas complètement occlusif dans l'artère cérébrale moyenne. Vous voyez, là, on a carrément eu une occlusion. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, au-dessus, on voit bien la recirculation par le polygone de Willis. Alors, les dissections, on arrive aussi à les voir en étant bien orienté. On arrive à les voir en angioscanner. Vous voyez, là, sur cette acquisition, on voit l'hématome de paroi qui est hypodense, avec la lumière circulante excentrée. Je vous montre la corrélation IRM, où on retrouve l'hématome en croissant, hypersignal, avec la lumière excentrée. Je vous ai mis l'ARM, mais on avait exactement la même concordance avec l'angioscanner. Alors, chose intéressante, ce patient-là avait aussi un antécédent de l'autre côté, vous voyez, avec le chénal circulant, et qu'on voit parfaitement bien du côté droit, alors qu'honnêtement, sur les coupes axiales en IRM, on a du mal à voir cette petite paroi qui sépare le faux chénal du vrai chénal. Alors, on l'a aussi cherché, mais parce que, voilà, comme on regarde systématiquement tous les vaisseaux, on a trouvé aussi une dissection vertébrale, vous voyez, avec l'hématome, on voit un peu moins aussi des artefacts, mais on voit bien que la lumière est excentrée, et on retrouve l'hématome postérieur avec cette dissection vertébrale. Donc, vous voyez, l'ensemble du protocole, c'est extrêmement court, c'est 5 minutes. Ce dont je ne vous ai pas dit, c'est que les reconstructions, c'est pas médecin dépendant. Tout le monde, les manipulateurs, sont tout à fait capables de faire ces reconstructions, en particulier les reconstructions de perfusion cérébrale. Les reconstructions d'angioscanner, elles peuvent être faites en partie par le manipulateur, de façon systématique, et vous recentrez sur des zones qui vous intéressent. Alors, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est qu'en partant sur un accident ischémique de moins de 3 heures ou 4 heures et demie, dans lequel vous allez faire une thrombolyse, c'est vraiment de partir sur ce protocole triple du scanner sans injection, de la perfusion et de l'angioscanner. C'est acquis et interprétable en 15 minutes. Donc vraiment, vous avez une réponse à donner immédiatement au neurologue. C'est vraiment disponible 24 heures sur 24. C'est à proximité des urgences. Les manipulateurs sont souvent, il y a dans près de tous les SAU, il y a un manipulateur qui est là jour et nuit pour faire tourner un scanner. Donc ça, c'est des acquisitions qui sont faites instantanément. Ça permet d'exclure l'hémorragie, contre-indication formelle à la thrombolyse. Ça vous permet d'établir des informations extrêmement importantes sur la zone ischémique, sur la zone hypoperfusée, et donc de démontrer que ce patient-là a fait un accident ischémique, d'évaluer le risque hémorragique en calculant le volume, et tout compte fait en excluant certains patients parce que le volume ischémique est trop important, de définir le degré et le niveau d'occlusion, et de mettre en évidence la cause de l'accident ischémique. Donc vous voyez, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés initialement, dans ces critères-là, la triple acquisition du scanner est tout à fait valide. Alors les limites, je ne vais pas vous en apprendre, il y en a, c'est évident, hein. C'est pas l'IRM, mais on fait avec ce qu'on a, et quand on a un scanner multibarrette, en faisant les 3 acquisitions, on repousse un peu les limites du scanner sans injection. Alors, la principale limite, c'est en particulier votre scanner cérébral qui est normal. Donc là, il faut le pousser absolument. Si vous êtes dans les moins de 3 heures, associez la perfusion à l'angioscanner. C'est vrai que l'accident ischémique de fosse postérieure, en particulier quand la clinique vous aide pas, pour centrer les coupes de perfusion qui vous permettraient de renégocier, de remettre en place le diagnostic, c'est pas si facile que ça. Et puis, il y a les autres accidents ischémiques, les accidents ischémiques lacunaires, où là, pour l'instant, alors le scanner ne voit pas les lacunes, ou les lacunes très anciennes, mais ils ne disent pas si le patient vient de présenter un accident lacunaire. Alors, l'accident ischémique transitoire, ça, c'est sûr qu'on ne verra pas les petites anomalies qu'on voit sur l'IRM. En revanche, si on n'a pas accès à l'IRM, ça permet quand même déjà, avec l'angioscanner, de travailler sur l'étiologie. Et c'est vrai, alors que toute la gamme des diagnostics différentiels, là, on a beau essayer de tourner autour,
on a quand même du mal à faire avancer le scanner, même avec les 3 acquisitions. Autant ça vous apporte des arguments, je dirais, positifs sur un accident ischémique, mais sur ce qui est négatif, là, le scanner est quand même, pour l'instant, peut-être que ça changera avec des scanners avec des capteurs plans où on pourra peut-être analyser mieux la densité, d'avoir une analyse non plus qualitative mais quantitative des anomalies de densité. Peut-être que là, on avancera. Alors, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait orienter et quel protocole on pouvait proposer en imaginant qu'on n'ait pas d'IRM à disposition, même dans les 24 heures, parce que bon, déjà dans les 3 heures, à la limite, on peut passer des patients, honnêtement, si on a une IRM la nuit et le week-end. Encore faut-il que le manipulateur soit là. Mais dans les 24 heures, dans la plupart des centres, c'est quand même mission impossible. Alors, clairement, l'accident ischémique arrive dans les moins de 3 heures, voire 4h30. Le protocole qu'on doit réaliser, c'est vraiment le triple. Le scanner sans injection, la perfusion, l'angioscanner. Alors, le patient qui arrive un peu plus tard, entre 3 et 6 heures, pour lequel on va suspecter un accident ischémique sur l'artère basilaire, dans lequel on sait que les délais de thrombolyse sont un peu plus espacés. L'accident ischémique du sujet jeune, dans lequel il va falloir quand même se donner du mal, on peut quand même basculer sur quand même le triple protocole, associer une perfusion et associer un angioscanner, parce que dans le cadre, par exemple, des 3 à 6 heures, où on va se poser la question de faire une thrombolyse intra-artérielle, on aura besoin d'un angioscanner pour voir où est l'occlusion, et en même temps, si on a un argument sur la perfusion pour montrer qu'il y a eu un accident ischémique, c'est quand même important. Alors le reste, ça va dépendre un peu de ce patient-là qui rentre après les délais de thrombolyse. Ça va dépendre un peu de ce que vous voyez sur le scanner. Alors, votre scanner est normal. Moi, j'aurais quand même tendance à proposer une perfusion. Parce que, en imaginant même que le patient qui rentre pour un accident ischémique, au cours de son séjour, il aura une IRM, c'est pas vrai dans tous les centres. Donc, autant essayer au moins de l'étiqueter dès le départ, de dire, même si je suis plus dans le timing de la thrombolyse, si au moins je peux dire que ce patient-là a fait un accident ischémique, on avance. En revanche, si vous voyez déjà des anomalies hypodenses sur le scanner, d'allure récente, ça n'a vraiment pas d'intérêt de faire une perfusion. Alors après, l'angioscanner, ça va dépendre un petit peu, je dois dire, de la disponibilité que vous avez par rapport à l'échodoppler. Si on arrive à réaliser un échodoppler rapidement, il ne faudra probablement pas faire d'angioscanner et on aura le couple scanner sans injection, échodoppler. En revanche, si vous avez des délais pour avoir un échodoppler de plusieurs jours, voire une semaine, le patient qui rentre quand même avec un accident ischémique, il faudra quand même faire son bilan étiologique parce qu'on va peut-être trouver une dissection ou une sténose carotidienne. Et donc là, associer ce scanner sans injection à un angioscanner. Et après, pour celui qui rentre au-delà des 24 heures, je vous ai mis scanner sans injection, ça c'est sûr. Et après, ça dépend vraiment de la disponibilité de l'échodoppler, de l'IRM. Alors, que retenir du scanner actuellement 2 minutes dans l'accident ischémique? C'est quand même un examen rapide, qui est disponible, qui aide à la thrombolyse. Ça, c'est clair que c'est un outil qui va vous aider dans la décision de thrombolyse ou pas un patient. Et alors vraiment, si vous pouvez travailler, et en sortant de cette formation, de vous dire que le prochain accident ischémique de moins de 3 heures qui va arriver, si vous arrivez à associer le scanner sans injection, la perfusion cérébrale et l'angioscanner, je pense que vous aurez amélioré votre pratique professionnelle. Je vous remercie de votre attention.